Bonjour à tous. On attend que tout le monde arrive et on va commencer tout doucement. Ok, j'ai l'impression qu'on est tous là. Premièrement, bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de la série des deux conversations, l'une qui était en anglais et l'autre en français. Celle en anglais a eu lieu hier. Donc, merci beaucoup d'être là. Avant que l'on commence, je voulais d'abord donner des petites informations et les règles de la maison. Ici, c'est un espace de discussion où on est là pour écouter et partager, poser des questions, mais tout ça de manière intelligente. Toute forme de discrimination ou de langage abusif sera punie et les personnes seront immédiatement éliminées de cette conversation. Voilà. Je trouve que c'est très important de commencer par expliquer ce genre de règles. Et donc, c'est avec un très, très grand plaisir que je vous invite et je vous accueille tous pour cette conversation sur comment parler des FGM. Donc, cette conversation et ces deux conversations, celle d'hier et aujourd'hui, ont été organisées par AIDOS, une ONG italienne travaillant au niveau international pour les droits, la dignité et la liberté de choix des femmes et des filles. AIDOS travaille depuis plus de 30 ans pour promouvoir l'abandon des mutilations génitales féminines, notamment à travers des formations sur l'utilisation de différents médias pour renforcer les capacités des professionnels à aborder la question et fournir aux activistes les outils nécessaires pour parler avec leur propre voix. Certaines des intervenantes de cette conversation aujourd'hui ont participé à ces formations. Les discussions en ligne sont organisées dans le cadre du projet Bâtir des ponts entre l'Afrique et l'Europe pour mettre fin au MGF, financé par le programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination des mutilations génitales féminines et l'initiative Spotlight pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Et donc, c'est avec un immense plaisir que j'accueille mes deux intervenantes, panélistes, femmes du terrain qui sont là et qui donnent tout, Nena Lee, ainsi que Awama Kamara. Bonjour, mesdames, et merci beaucoup. Donc, j'ai déjà commencé par expliquer un petit peu qui est Nena Lee. Nena Lee est une journaliste mauritanienne qui a une expérience d'une quinzaine d'années dans le domaine de la radio. Nena s'intéresse particulièrement aux questions liées aux femmes et aux enfants. Elle évolue à Radio Mauritanie comme coordinatrice des journaux en langue nationale, présentatrice du journal parlé en Fulfulde et Poulard, mais également de l'émission Le rôle de la femme sur Radio Jeunesse. Elle est également collaboratrice pour le service francophone de l'information à Radio Mauritanie. Bonjour Nena, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter sur cette présentation que j'ai faite de toi? Bonjour Céline, ravie de faire partie de cette discussion. Bonjour également à tous les participants. Céline, dans la présentation que tu as faite, tu as omis une partie, c'est mon autre casquette qui est... fait partie quand même de la société civile. Nena, on t'a un petit peu... Nena, excuse-moi, on t'a un petit peu on t'a un petit peu pas très bien entendu par rapport à ta deuxième casquette. Est-ce que tu pourrais
répéter. Et comme le réseau, je vois, n'est pas très bien, peut-être enlever ta vidéo. Ah. Bon, je pense que Nena a des petits problèmes de connexion, mais c'est pas grave. On a Awa, Awama Kamara, qui est âgée de 24 ans, est un produit du Parlement des enfants du Mali et de l'Association pour la promotion des enfants et jeunes communicateurs. Elle mène des combats qui contribuent à faire de la scolarisation et de la rétention de toutes les filles une réalité au Mali. Cette couche fragile qui est durement touchée par le fléau du mariage précoce. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, Awa, sur toi? Je sens que j'ai des choses que j'ai oubliées. Peut-être que je l'ai fait intentionnellement, mais dis-nous un petit peu plus. En plus d'être une femme activiste, parle-nous de ton métier. Alors, bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je pense que vous avez dit l'essentiel, c'est un peu ça. Et voilà, je suis journaliste à l'Office de radio et télévision du Mali et également, je m'occupe d'une chronique d'humeur sur Facebook qui s'appelle La femme à moi, où je parle à peu près des femmes et des filles dans leur rôle de soubassement et de bouclier. Je continue avec les associations. Je suis secrétaire exécutive de Citoyenneté L, une nouvelle association qu'on vient tout juste de mettre en place pour dire que notre engagement, ça doit continuer au-delà du Parlement des enfants, au-delà de l'Association pour la promotion des jeunes enfants communicateurs. Super. Merci beaucoup, Awa. En attendant que Nena nous revienne, j'ai oublié de dire à tout le monde que, eh bien, cette session est enregistrée. Mais en plus de cela, nous avons désactivé le chat parce qu'on veut vraiment que vous vous concentriez sur nos deux panélistes, que vous écoutiez attentivement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une session questions-réponses qui est donc à 20 minutes, 10 minutes avant la session questions-réponses. On ouvrira le chat et vous pourrez écrire vos questions. Je vous le rappellerai quand ce sera le moment. D'accord? Mais maintenant, j'espère que tournez-vous vers nous et concentrez-vous. Alors, Awa, est-ce que tu peux nous dire comment tu abordes, tu amènes à la télé les MGF? Parce que je sais que c'est très... les MGF, c'est un sujet très tabou au Mali et que ce n'est pas forcément très facile, surtout que la télévision, c'est un des médias quand même les plus importants. Donc, comment est-ce que tu amènes ces questions-là à la télé? OK. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je viens d'un village Sarakoli, dans la région de Kaï, où les MGF sont très élevés depuis très petite. Et donc, mes parents m'en parlaient. Et ils me parlaient en fait de ces pratiques peu orthodoxes comme l'excision. Et j'ai mûri l'idée d'être cette ambassadrice depuis très petite, bien avant que je sois au Parlement, bien avant que je sois dans cette tribune de libre expression de tous les enfants du Mali. J'ai eu à parler de cette pratique au sein de ma famille d'abord. Donc, à la télé, le combat n'a fait que continuer. On voit que les médias abordaient peu, en quelque sorte, les questions des MJF, mais cela est dû vraiment aux pesanteurs sociaux et culturels, avec le Mali comme un pays à 90% musulmans. Mais depuis quelque temps, ce mythe se brise. On en parle à la rédaction. C'est vrai qu'au sein de notre rédaction, on ne dit pas directement qu'on va... Oh là là, aujourd'hui, Internet nous fait défaut, surtout quand il y a des bons moments et des choses qui vont arriver croustillantes.
Je vois que Nena est de retour. Donc, en attendant qu'on retrouve Awa, Nena, tu étais en train de nous dire que tu avais une autre casquette que j'avais oublié de mentionner. Est-ce que tu peux nous parler de ta casquette et ensuite nous dire, toi, comment tu abordes les MGF à la radio? Merci Céline. C'est la connexion qui fait des chichis, mais nous allons essayer de gérer. Dans la présentation que tu as eu à faire de ma personne, tu as presque tout dit, mais sauf que tu as émis cette casquette société civile que je porte. Je suis une membre de plusieurs organisations de la société civile, notamment celle qui luttent et qui sensibilisent sur tout ce qui tourne aux violences faites aux femmes. Récemment, nous avons eu à créer une nouvelle dynamique qui s'appelle Femmes Vecteur RED. RED qui veut dire résilience, épanouissement et développement. Donc, voilà. Alors, quant à savoir comment est-ce que moi, je traite des MGF au sein des différents médias au sein desquels j'évolue, alors moi, la stratégie que j'utilise, parce qu'il faut aussi souligner que c'est une question qui est non seulement tabou, mais aussi c'est très sensible de parler des MGF. Et malheureusement, nos populations ont plutôt tendance à commettre cet amalgame-là entre l'origine même des MGF par rapport à la religion. Donc, on sait tous que c'est une pratique culturelle qui est néfaste, mais nos populations, dans sa majorité, a plutôt tendance à la justifier sur le plan religieux. Alors, moi, quand je veux traiter des MGF, j'essaie de faire parler un peu tout le monde. J'essaie de recueillir les avis des uns et des autres. Ça veut dire faire parler d'abord le religieux, mais aussi ne pas oublier les chefs coutumiers, les femmes, les hommes. Alors, tout ça, en fait, c'est pour quand même arriver à une plus grande sensibilisation. C'est sûr que quand nos populations ils commettent cet amalgame-là entre la religion et la tradition, et qu'un imam nous dit que dans la religion musulmane, que l'islam n'a jamais autorisé ou bien n'a jamais dit qu'une femme qui n'est pas excisée est une femme souillée ou impure. Je pense que ça peut toujours aider à déconstruire, ça peut toujours aider à sensibiliser, mais aussi à faire abandonner ces pratiques néfastes-là qui sont quand même ancrées au sein de nos sociétés. Donc, c'est ça. Moi, c'est ça ma stratégie. J'essaie de faire parler tout le monde, j'essaie de tendre mon micro à tout le monde. Et à la fin, certainement, il y aura un impact. Il y aura un impact, il y aura... disons peut-être ce petit pourcentage-là qui est atteint en termes d'objectifs pour faire abandonner à nos populations les mutilations génitales féminines, parce que c'est malheureusement un véritable problème de santé publique avec tout ce que ça engendre. Je pense que voilà, pour la sensibilisation, il est important de faire parler tout le monde, et moi, c'est la méthode que j'utilise. Voilà. Merci beaucoup, Nena. Je pense que c'est une méthode très... mais en fait, ça aide un peu parce que tu mets tout le monde autour de la table. Chacun dit ce qu'il a à dire. Chacun se répond. Et on a une conversation à cœur ouvert et public. Et ce n'est pas caché. Ce n'est pas... et aussi, je me rappelle, tu m'as dit que le fait que les imams vraiment se sont mis contre la pratique des MGF, ça a beaucoup aidé et influencé à sa réduction. Est-ce que tu veux peut-être en parler un peu plus? Exactement. Alors, depuis 2010, les oulémas, à savoir les dignitaires religieux, ont émis une fatwa. Alors, une fatwa, c'est un avis juridique qui annule une chose.
cette fatwa-là, elle a été émise par nos dignitaires religieux dans le sens de faire comprendre que les MGF, non seulement n'ont rien à voir avec la religion, mais toutes ces personnes-là qui se basaient sur l'islam pour justifier le bien fondé des MGF, que déjà le pouvoir judiciaire peut se baser sur cette fatwa-là pour punir. Alors cette fatwa-là, elle a été émise depuis 2010 et il faut dire que cette fatwa-là, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a aidé à aborder la question des mutilations génitales féminines, qui reste quand même un sujet tabou. Alors, cette fatwa-là, depuis qu'elle a été émise, on en parle, disons, de façon un peu plus relâchée, surtout quand il s'agit d'avoir l'avis d'un érudit. C'est sûr qu'avant 2010, je ne pouvais pas avoir comme ça un imam sur mon plateau pour qu'il me parle des MGF. Mais il faut dire aussi que cette fatwa-là, ça a beaucoup aidé et ce n'est qu'un début, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, même s'il reste un long chemin à parcourir. Cette fatwa-là, cet avis juridique, cet avis religieux a beaucoup aidé. Alors, Awan n'est toujours pas là, donc on va continuer à discuter ensemble. Donc toi, tu as participé à l'atelier de formation sur la production de podcasts sur les MGF organisé par Aidos. Que dirais-tu que cette formation t'a apporté, aidé dans ta lutte contre les MGF? Alors, cette formation organisée par Aidos dans le cadre du projet Bâtir des ponts entre l'Afrique et l'Europe pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, ça a été des séances qui m'ont enrichi sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. C'est vrai qu'avant cette formation-là, j'avais déjà pas mal de notions sur les mutilations génitales féminines, sur ces différentes formes et tout. Il y avait déjà cet engagement-là qui était là parce que c'est une violence à l'égard de la femme. Mais après cette formation-là, j'en suis ressortie mieux outillée par rapport à la manière d'aborder la question des MGF. Parce que déjà, dès le début avec nos formateurs, l'idée, c'est de parler des MGF tout en se basant sur une histoire que nous allons raconter. Et moi, j'ai réellement appris, j'ai appris et ça m'a vraiment aidé. Et avant cette formation-là, au sein de nos médias, on en parle. On en parle, moi je dirais qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais on en parle quand même. Mais après la formation, j'ai quand même eu pratiquement à coordonner la diffusion du podcast. Et personnellement, ça m'a davantage conscientisé. Ça m'a davantage conscientisé, mais aussi ça m'a davantage motivé à continuer à parler des MGF, de mutilation génitale féminine. Et je vais même vous dire que pas plus tard qu'hier, j'ai eu à écrire un texte sur les mutilations génitales féminines. C'est un texte peut-être que je vais lire demain devant un public de 135 personnes. Ce sera lors d'une performance qui s'appelle Femme voix au chapitre. Donc peut-être que je vous dirai un peu plus ou peut-être que je vous donnerai un lien pour que vous puissiez suivre tout ça. Voilà. Merci beaucoup, mais on va aller. Donc tu parles que le podcast, ça t'a appris, la formation, ça t'a appris à parler d'une manière différente des MGF et d'utiliser plutôt le côté narratif, storytelling, en fait, pour pouvoir les aborder. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de storytelling et parce qu'en plus, tu dis que tu as diffusé, je vois que tu as diffusé des émissions de podcasts que tu as faites, tu les as diffusées au mois d'août et au mois de septembre. Quel a été ton ressenti déjà du projet, parce que c'est quand même quelque chose d'intense de créer des podcasts.
mais aussi quand tu les as diffusés. Est-ce que tu as quel genre de retour est-ce que tu as eu? Voilà. Alors, par rapport, nous, à notre podcast qu'on a eu à réaliser au niveau de la Mauritanie, parce que c'était un travail collectif, il y avait deux autres collègues avec moi. Alors, dans la diffusion, pendant la diffusion du podcast, les retours que j'ai eus, c'était plutôt de l'amertume. De l'amertume parce que nous, l'histoire qu'on a eu à raconter, c'est un cas judiciaire. C'est une petite fille de 5 ans qui réside en France avec ses parents et qui est venue en vacances à Nouakchott avec son père et qui s'est fait exciser par sa tante du côté maternel. Et quand le père a été mis au courant, il a porté plainte. Et toute l'histoire tourne autour de cette plainte-là. Parce que quand une procédure judiciaire est engagée, c'est dans l'optique de donner gain de cause à la personne lésée. Mais malheureusement, ça s'est fini par un arrangement à l'amiable, le maslaha qu'on connaît. Alors, les retours que nous avons reçus, c'est forcément de l'amertume, c'est de la révolte. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Une seconde. Excuse-moi, Néna. Est-ce que tout le monde qui ne parle pas, est-ce que vous pourriez, je vous en prie, éteindre votre micro parce que sinon, on n'entend pas Néna. Merci. Continue, Néna. Voilà. Donc, forcément, d'accord. Donc, forcément, les gens, ils sont révoltés, ils ressentent beaucoup d'amertume parce que, voilà, tout a tourné autour de notre maslaha. Donc, moi, j'ai senti que quelque part, ça a réveillé une prise de conscience chez les personnes qui ont écouté ce podcast-là. Et je suis sûre que ça va les amener, même s'ils avaient... ils font partie de ces personnes-là qui sont pour les MGF. Je pense que ça va leur conscientiser. Ça va leur conscientiser davantage parce que ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Néna. Awa, on est super content de te retrouver. J'aimerais que tu continues parce que en plus, tu étais en train de dire un truc qui allait être vraiment très croquant là et ça a coupé Internet. Donc, donc ma question à toi, c'était comment tu abordes à la télé les MJF et tu étais en train d'expliquer certaines choses. Effectivement, je suis désolée, c'est parce qu'il y avait une coupure et c'était un peu... C'est pas grave, c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc, je sais qu'à travers la télé, c'est pas aussi difficile que ça. Comme on a l'habitude de dire, les images parlent. Il suffit de mettre des images, quelques images pour parler de l'excision des images, mais c'est pas des images vraiment choquantes que ça. On peut pas... Il y a une autre forme de censure ici au niveau de la télévision nationale. C'est quand même bien une télévision nationale. Et on peut aller avec une lampe, peut-être parler avec une lampe qu'on peut montrer et ça a tout son sens. Un couteau, ça a tout son sens. Et là, à travers des questions de réplique, on peut aller dans le vif du sujet. Mais je disais que c'est un peu compliqué, contrairement à la radio où on ne te voit pas, on n'entend que la voix, c'est un peu différent. Du coup, c'est avec les images qu'on parle des excisions des MGF ici. Et je dirais aussi que ces médias-là ont vraiment contribué, les images à travers la télé ont vraiment Oh, elle a encore une coupure sûrement. Donc, c'est un peu ça. Tu disais les médias et les images à la télé ont vraiment contribué à...
contribue drastiquement, en quelque sorte, à baisser le taux des MGF ici chez nous. Wow. C'est vraiment impressionnant comme quoi l'influence des médias peut avoir sur nos règles, sur nos sociétés et sur les pratiques que l'on a. Je vais follow-up la question avec est-ce que tu fais face à des difficultés quand tu veux parler des MGF à la télé? Parce que tu disais, tu as bien dit, la télé, c'est pas comme à la radio. À la télé, on voit ton visage. À la radio, c'est plutôt ta voix. Donc, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué? En fait, les difficultés, elles sont vraiment énormes, sincèrement. Au départ, moi, je n'étais vraiment pas comprise par ma rédaction. C'était des sujets vraiment tabous. On ne comprenait pas, on se demandait toujours, ah non, il faut pas toucher à cette question d'excision parce qu'on a le poids des leaders religieux, il ne faut pas toucher à cette question d'excision parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, tout le temps, mes propositions de sujets concernant l'excision ou même concernant les violences basées sur le genre étaient rejetées directement. Il faut dire aussi qu'au sein de nos rédactions, les femmes sont vues au second plan. Dans nos rédactions, au sein de nos médias, les femmes sont vraiment vues au second plan. On amène les femmes à aller vers les couvertures de cérémonies, aller vers d'autres sujets, aller au marché, aller pour d'autres fins. Mais on n'envoie jamais les femmes vers les sujets d'investigation. On ne les demande pas, on dira toujours, oui, il y a la famille, on dira toujours, non, c'est trop sensible. Et des sujets sensibles, nous concernant. Donc, au départ, il y avait ce problème, il y avait ce manque de communication entre les rédactions et moi. Donc, tout est parti d'un sujet sur le harcèlement, un sujet que j'ai directement proposé au rédacteur en chef qui est passé aussi par le Parlement des enfants et qui a compris en quelque sorte qu'on devrait aller vers cette ouverture d'esprit. Donc, on a posé le problème, on a parlé et la rédaction a été félicitée par presque tout le monde. On disait, mais il faut aller plus vers des sujets sensibles, même s'il ne faut pas tout dire, entre guillemets, c'est ce qu'on nous disait. Et du coup, c'est petit à petit qu'on a eu cette liberté, qu'on commence à parler de ces sujets sensibles. Donc, on le fait souvent à la télé, dans nos différents journaux, mais en même temps, on le fait à travers des rubriques, des émissions qu'on a au sein de l'ERTM ici. Des émissions pour parler de la femme, que ce soit des émissions radio ou des émissions télé. Donc, c'est en quelque sorte ça. Je dirais aussi que le fait que le Mali a ratifié des conventions et le fait qu'il y a cette floraison d'associations et de mouvements féministes, c'est ça. Et aussi, il y a un grand apport des réseaux sociaux. Ouais. Merci beaucoup. Mais en parlant des réseaux sociaux, je sais que tu es super active sur les réseaux sociaux et que tu utilises aussi un autre moyen pour sensibiliser au FGM. C'est l'humour, le sarcasme. Oui, tu peux nous en dire un peu plus? J'ai compris que dernièrement, les gens accordent, en fait, ici au Mali, les gens accordent plus d'importance à tout ce qui est humour et concernant les histoires de féminisme, concernant les histoires d'excision, de violence basée sur le genre. Donc, un moment, on avait essayé de le faire, c'était en collaboration avec d'autres jeunes avec qui on a grandi et tout, et qui sont passés par des mouvements et des associations de jeunes féministes. On a essayé d'ironiser. Peut-être vous voyez, quelque temps, vous êtes là, on vous envoie un message WhatsApp ou un message sur Messenger où on vous dit le prophète, paix et salut sur lui, vous a demandé de transférer ça. Si vous transférez ça, vous aurez ça. Ou si vous transférez ça, vous irez au paradis, des trucs comme ça. Donc, nous, on a essayé d'utiliser cette stratégie
en faisant des petits messages, des notes vocales où on disait que l'excision fait ceci, l'excision fait cela. Et après, on est allé vers d'autres formes aussi. On avait fait un challenge même où quand on partageait le message sur la page, par exemple, de la chronique La Femme à moi, où on mettait la lame ou le son et que Facebook censurait ça. On disait, bon, Marc, pourquoi toi aussi tu mets ta bouche dans cette histoire-là? L'excision, c'est toujours comme ça. Et à chaque fois, on sortait avec un message, que ce soit sur Facebook, surtout sur les statuts WhatsApp et sur nos comptes Snapchat. Ouais, super, merci beaucoup. Néna, je vais aller vers toi maintenant pour savoir, à ton avis, donc tu as un petit peu dit déjà, à ton avis, qui on doit sensibiliser pour toi, c'est vraiment tout le monde. Mais est-ce que la sensibilisation de tout le monde, ça vient de la même manière? Alors, moi, je dirais que non. C'est vrai qu'on doit sensibiliser tout le monde, mais différemment. Parce que c'est sûr et certain que moi, je reste convaincue que les pratiques traditionnelles, il est difficile de convaincre une frange de la population de l'abandonner. Parce que moi, je suis sûre et certaine qu'il y a ces discussions-là qui se font et qui se passent peut-être entre femmes. Des discussions où les hommes ne vont jamais participer. Et pendant ces discussions-là, il y a ce lavage de cerveau-là, peut-être qu'on va faire à la petite fille, un lavage de cerveau peut-être qui va être fait par cet homme pour lui dire que le fait d'exciser que c'est bien, que les MGF, que c'est bien de mutiler une femme, qu'une femme qui n'est pas mutilée, qu'elle est impure et consort. Alors, moi, je pense que la sensibilisation, nous devons la faire sous différentes manières. Tout de suite avec Awa, au niveau de la télévision, alors elle parlait d'image. C'est vrai aussi qu'on nous a toujours appris sur le plan déontologique du journalisme aussi qu'il y a des limites à ne pas franchir et qu'il y a aussi souvent des images qui choquent. Mais moi, je me dis que nous sommes arrivés peut-être à un stade où il va forcément jouer sur les images parce que ça peut peut-être amener les gens à changer. Dans la sensibilisation, je pense que quelque part aussi, il faut choquer. Parce que si depuis des décennies, nous sensibilisons, nous parlons nuit et jour, et que même s'il y a ce changement-là souhaité, il n'est pas complet, il n'est pas à 100%. Je pense aussi qu'à un moment donné, il va falloir aussi jouer sur les images. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense aussi que c'est un excellent canal pour pouvoir véhiculer des messages à l'endroit de nos populations pour qu'elles abandonnent les MGF. Mais je vais aussi revenir sur un autre aspect en termes de sensibilisation. Une fatwa a été émise au niveau de la Mauritanie en 2010, c'est une république islamique. Alors, moi, j'ai toujours dit qu'il est important que pendant les khutbahs, la prêche du vendredi, que l'imam, qu'il parle des mutilations génitales féminines. Alors, c'est sûr que dans la mosquée, s'il y a peut-être 2000 hommes qui sont présents pour la prière, ça va les amener à réfléchir, des hommes peut-être qui sont pour les MGF, parce qu'aussi, il faut dire que dans certaines communautés, ce sont les hommes qui exigent que la femme elle soit excisée. Alors, la sensibilisation, elle doit être faite à différentes manières, mais aussi, je pense aussi que nous sommes arrivés à un stade où vraiment il va falloir peut-être choquer, entre guillemets, pour que les personnes, qu'elles arrivent davantage
à prendre conscience de ce fléau-là. Merci Néna. Awa, est-ce que tu es d'accord avec Néna qu'il faut choquer, qu'il faut aborder, sensibiliser de manière différente? Je sais que tu avais fait un reportage et que tu es resté une semaine jusqu'à pouvoir avoir ce que tu voulais du, Voilà, du chef du village. je rejoins, Néné a vraiment arraché le mot. À un moment donné, il faut choquer. Sincèrement, il faut vraiment passer par ça pour faire comprendre aux gens que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous le dites, mais c'est des gens qui vont te parler des versets coraniques, qui vont te dire beaucoup, beaucoup de choses, mais dès que tu montres une image où c'est vraiment la totale, c'est des gens qui vont dire, ah non, je ne pourrais pas regarder ça, ah non, il y a ceci, il y a cela. Donc, je me dis qu'il faut vraiment choquer. Et vous venez de citer l'exemple, une fois quand je suis allée dans un village lors de mes nombreuses tournées et tout, j'ai vu qu'il y avait un chef de village qui ne laissait personne, il avait une case, personne n'avait le droit de rentrer là-bas à part l'exciseuse du village. Même ces femmes n'avaient vraiment pas le droit d'y être. Donc, quand on a parlé et que les causeries, on a fait des causeries et tout, on voulait faire un tournage où on a même rencontré une exciseuse. C'était dans un village à Koulikoro, appelé le village de Kosaba, où la personne a fait savoir que nous, on a arrêté l'excision parce qu'on a vu des images choquantes. Une exciseuse qui pratiquait ça à travers sa maman qui est décédée, mais elle a continué. Donc, le chef, quand il a vu qu'il y avait des images qui choquent, il y avait des petites vidéos, des séquences vidéo qui pouvaient choquer, ils ont aussitôt pris la décision d'abandonner l'excision. Donc, je dirais qu'il faut plus aller, c'est vrai qu'à un moment donné, dans des villages, il faut aller vers la sensibilisation où on n'a pas encore cette liberté, mais à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment choquer. Mais ça prend du temps aussi parce que tu es quand même resté une semaine. Donc, la sensibilisation, c'est un travail continu, régulier, et parce que tu es resté une semaine. Oui, Imagine en fait, si tu dois rester une semaine partout comme ça, mais bon. Ça, c'est le combat. Ça, c'est le combat contre les MGF même. C'est un combat de longue haleine. Voilà. Que ce soit le temps qu'il faut, que ce soit l'énergie qu'il faut dépenser, c'est un combat de longue haleine et il faut s'investir. C'est des investissements en fait. Quel que soit le temps que ça va prendre, il faut s'investir, il faut donner des explications claires et nettes pour ne pas aller vers une désinformation. Mm-hmm. En parlant de désinformation, Néna, comment est-ce que toi, tu fais face à la désinformation quand tu parles, quand tu essayes de sensibiliser sur les FGM? Alors, quand j'aborde les MGF dans mes différentes productions, j'essaie de le faire, mais en faisant parler d'autres personnes. Ça veut dire que moi, en tant que Néna, en tant que journaliste, je ne viens pas dire que cette chose-là, elle est fausse, mais je fais parler une autre personne qui est du domaine ou qui a peut-être une certaine aura. Et c'est sûr que cette personne-là, lorsqu'elle va s'exprimer, lorsqu'elle va parler, les gens vont dire « Ah d'accord ». Je vais prendre l'exemple d'un imam. La dernière fois, nous avons reçu l'imam Sad, qui est un imam qui est très connu et qui nous a parlé des MGF et qui nous a dit carrément que la religion musulmane, que l'islam n'a pas autorisé à ce que la femme soit mutilée. Donc, c'est toujours de donner la parole à ces personnes-là qui vont pouvoir contredire cette désinformation-là, toutes ces fausses informations-là qu'on fait circuler sur les mutilations génitales féminines. Et je pense aussi que ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider quand on fait parler ces personnes-là qui sont écoutées, ces personnes-là où
on est sûr et certain que lorsqu'ils vont dire une chose, il y aura quand même une petite minorité qui vont ne pas accepter ou dire que ce n'est pas vrai. Voilà. Et toi, Awa, comment est-ce que tu fais face à la désinformation? Tu utilises souvent l'humour, je sais, mais de quelle manière? Alors, c'est très simple, c'est très simple selon moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit à la télé. À la télé, déjà, ça passe vite. Que, vu que je présente le journal et tout ce qui s'en suit, là, ça parle vite. Ce sont des informations que moi, je donne. Donc, il y a pas à déformer cela. Quand on déforme, la vidéo est là, les images sont là. Il suffit tout simplement de ne même pas faire de légende, c'est de prendre uniquement la vidéo et de le poster à travers mes différentes pages et tout. Donc, c'est à peu près comme ça que moi, je fais face à la désinformation. Merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler tous ceux qui sont avec nous. Le chat va être ouvert. N'hésitez pas à commencer à taper vos questions. Et donc, je voudrais, donc, en continuant sur la thématique de la désinformation, ce que je me posais comme question pour vous deux, c'est est-ce que vous faites face à des difficultés, en fait, des difficultés par rapport à d'autres personnes qui font, comment dirais-je, qui parlent des MGF comme étant quelque chose de bien, qu'il faut faire l'excision, etc. Comment est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que c'est est-ce qu'il y a une propagande de l'excision encore? Alors, moi, je dirais que je n'ai jamais pris part à une discussion sur l'excision sans pour autant qu'on me pose la question, est-ce que tu es excisé? En fait, on parle directement de mon intimité sans pour autant... en fait, il y a cette liberté. Ça me choque aussi des fois. C'est vrai que moi, je cherche à choquer des fois, mais ça me choque d'autant plus que je me dis que ce n'est vraiment pas important. Tu pars pour une causerie éducative, tu pars pour un reportage, tu pars ou même en famille, hein, comme je l'ai dit dès le départ, je viens d'une communauté très grande, la communauté Sarakolé, où l'excision, c'est un peu ça, la région de Caille. On te dit ça clairement, c'est la première difficulté selon moi, parce qu'on profite de cette vulnérabilité pour te lancer ça aux faces. Déjà, tu es là, tu es glacé des fois, tu as envie d'en arriver, je fais... Ça va, tu as envie, moi, je fais table rase. Et... Oui, oui, je disais continue. qu'on a envie d'en arriver au cours, mais on se dit que ce n'est de la façon la plus courtoise. On a la réponse, ou c'est des gens encore qui vont te dire qu'une fille excisée, en fait, c'est une fille qui n'est pas excisée, c'est une fille frivole. Mais toi, en te voyant à un niveau intellectuel, on te dira tout simplement, non, toi, tu n'es pas à ce niveau. Ou, en fait, on trouvera toujours un moyen de faire le lien avec toi. Et moi, je dirais que c'est la première difficulté, sincèrement. Et à cela, il y a des gens encore avec qui, moi, des fois, je dis que je ne veux vraiment pas parler d'excision, parce que quand ça arrive au niveau religion, et que j'essaie de convaincre la personne, et que la personne, parce qu'il y a des gens, des fanatiques en fait, qui sont là et qui ne veulent vraiment pas aller vers ça. Je me dis que sincèrement, je respecte ta décision. J'ai aussi ma façon de voir sur la chose. Chacun a sa conception. Moi, je sais que l'excision, ce n'est vraiment pas bien et elle a des conséquences vraiment négatives. Et toi, tu
et tu peux juger nécessaire de garder ton opinion. Mais je sais que quand tu le feras devant moi, ce que je peux faire, je le ferai. Donc, à un moment donné, on est vraiment pas d'accord à 100% sur des points. Mais c'est des gens, en fait, qui veulent tout simplement aller vers ce débat-là et essayer de t'insulter directement ou indirectement. Merci beaucoup, Awa. Nena, sur la propagande. Oui, Céline, est-ce que tu peux revenir sur la question? Il y a eu une coupure tout à l'heure. Je n'ai pas saisi l'intégralité de la question. Non, ce que je disais, c'est est-ce que tu fais face à de la propagande pour l'excision et comment est-ce que toi tu fais face à ce genre de choses parce que ces deux messages, c'est tellement contradictoire, surtout au vu de ce que tu me disais par rapport à la position des religieux. Donc, voilà. Oui, je fais face à une propagande sur les MGF, mais voilà, moi ce que je fais, c'est j'essaie déjà d'amener la personne sur mon terrain. Parce que je suis face à un interlocuteur qui me tient un discours qui est contraire au combat que je suis en train de mener. J'essaie tout simplement de convaincre cette personne-là, de lui montrer avec des preuves tangibles sur les conséquences liées aux mutilations génitales féminines. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose de gagné, mais je pense que petit à petit, comme on le dit, l'oiseau fait son nid. Je vais vous donner quand même un exemple. Il y a de cela 2 ans, je discutais avec une camarade qui est de la sous-région et qui me disait qu'elle doit se rendre dans son pays et qu'une fois là-bas, elle va exciser sa deuxième fille. Je lui ai dit, mais attends, tu es sérieuse? Elle me dit, oui, il faut que je l'excise. Je lui ai dit, mais pourquoi? Bon, elle m'a tenu ce langage-là habituel, qu'il faut qu'elle l'excise parce que voilà, qu'une femme qui n'est pas excisée, qu'elle est impure. Et on a échangé, on a discuté et tout. Et en fin de compte, ce qu'elle m'a dit, c'est non, nous on vous connaît, vous les femmes intellectuelles là, vous êtes comme ça. Voilà. Mais il faut que je l'excise. J'ai quand même essayé de la convaincre de ne pas exciser sa fille, mais malheureusement, elle l'a excisée. On continue toujours à avoir ce genre de débat-là parce qu'ensuite, elle a une autre fille qui n'a pas encore été excisée. Et récemment, je lui ai montré des images, je lui ai fait écouter des audios et elle m'a dit « je sens que quelque part, j'ai réussi à la choquer, mais je ne sais pas si elle est toujours convaincue de ne pas exciser sa fille. » Comme je l'ai dit tantôt, c'est un combat de longue haleine, c'est un combat aussi qui est continu dans la sensibilisation. Il faut le faire sans arrêt. Et ce n'est qu'en ayant quand même un certain nombre de chiffres, ce n'est qu'en voyant, excusez-moi, les chiffres ou bien les taux de MGF reculés qu'on saura réellement qu'on a quand même quelque part réussi dans notre mission de sensibilisation. Mais je vais vous dire quand même que c'est quelque chose qui n'est pas gagné. Voilà. Merci beaucoup, Nena. OK, maintenant, je vais passer aux questions du public. Donc, on a Ibrahima qui dit « Awa, penses-tu qu'il est envisageable pour nous au Mali d'organiser un débat sur l'excision à l'ORTM ?» C'est bien possible, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas décideur au sein de l'ORTM. Je vais quand même, je ne vois pas d'obstacle à cela, sincèrement. On pourra proposer à la rédaction, mais je tiens à dire que ce débat, ça se fera avec tous les acteurs concernés, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les décideurs politiques, que ce soit les associations et mouvements féministes, avec des micro-trottoirs à travers
des micro-trottoirs avec des jeunes, la population, parce que je me dis que chacun a son mot à dire. Donc, je ne vois pas d'obstacle à cela. Merci beaucoup. Alors, je pense une question pour vous deux. Béatrice qui demande, je voudrais poser une question sur le thème du langage. Comment nommez-vous les MGF à la télé, à la radio, dans un podcast, etc. Vous utilisez le terme institutionnel MGF ou excision, d'autres façons locales. Comment orientez-vous votre choix de langage? Merci beaucoup. Alors, moi, me concernant, par rapport à la radio, nous utilisons les MGF, mais nous détaillons davantage parce qu'il y a différentes sortes de mutilation. Donc, on dit MGF et on détaille. On utilise le terme excision, mais aussi on utilise tous ces mots-là pour aider quand même nos auditeurs à davantage appréhender la question. Oui, nous parlons des différents types de mutilation génitale. On utilise excision, mais aussi on parle de MGF. Alors, et pour ajouter à cela, je dirais que nous, en fait, on ne parle pas, mais on fait parler en quelque sorte. Donc, nous, à travers des questions de réplique, par exemple, tu vas demander à quelqu'un de détailler, en fait, quand la personne veut désigner les MGF, mutilation génitale féminine, et on demandera à la personne, par exemple, de donner d'autres détails à travers des questions. Donc, c'est à la personne de parler en donnant des réponses à vos questions, sans pour autant que nous-mêmes, en fait, on parle de ça directement. Donc, on donne des détails, mais le terme le plus approprié chez nous ici, c'est sincèrement les MGF, les mutilations génitales féminines, et on met / excision. Merci. Donc, il y a un commentaire de Fabienne par rapport au débat sur l'image choquante. Donc, elle trouve ça très intéressant car elle dit « Je me demande si, à la force de vouloir être trop positive dans la communication, si on ne risque pas de minimiser les conséquences des MGF. Le réseau EndFGM a sorti une brochure sur comment parler des MGF qui est dans le lien, alors que notre présidente au GAMS, Belgique, Kadidiatou Diallo, utilise au contraire les images très choquantes de Mustapha Touré avec les complications médicales pour marquer les gens. » Voilà. Et donc, ensuite, on a Stéphanie. On a beaucoup de questions aujourd'hui. C'est très bien. Vous parliez du fait de montrer des images choquantes avec des lames et du sang afin de faire changer les avis des personnes au Mali et en Mauritanie. Certaines organisations, personnes, estiment qu'il ne faut pas utiliser ce genre d'image en Europe, notamment où la situation est très différente puisque la pratique concerne les personnes migrantes. Je voulais entendre votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des risques avec l'utilisation d'images choquantes, par exemple de retraumatiser les filles et les femmes survivantes ou de stigmatiser les personnes concernées en montrant des vraies images vidéo de personnes, communautés réelles? Ou est-ce un mal nécessaire au stade où on en est? Je pense que la personne a déjà répondu à sa question en disant que c'est nécessaire au stade où on en est. Donc, comme je l'ai dit, ça dépend des contextes. Il y a cette contextualisation. À un moment donné, il faut choquer, chez nous ici en tout cas. Il faut aller vers ces images choquantes-là pour désigner ou pour montrer en quelque sorte là où on veut en venir. Donc, c'est un peu ça. Contrairement à l'Europe, comme la personne l'a si bien dit aussi, il y a un fossé en fait avec cette histoire d'immigration. Du coup, les gens en fait quittent l'Europe pour venir faire la pratique ici en Afrique. Du coup, je ne sais pas, mais je dirais que chez nous, il faut aller vers ça. D'accord. Merci beaucoup. Néna, peut-être que tu peux répondre à la prochaine. Comment vous réagissez aux critiques pour votre engagement
publiques sur les BGB et les MGF en particulier? Alors, la réaction qu'on a, c'est sûr que avant d'être journaliste, avant d'être une actrice de la société civile, avant d'être cette femme-là qui est engagée contre les violences à l'égard de la femme, on est un être humain. Et c'est sûr qu'on va se sentir frustré quand on va nous critiquer, quand on va dire, disons, des choses négatives. Mais je pense aussi qu'on se ressaisit et on se souvient de notre engagement et on se dit que c'est un détail et face à toutes ces conséquences-là des mutilations génitales féminines, et il est important quand même de pouvoir continuer sur notre chemin et de ne pas se laisser distraire. Et voilà, moi c'est cet état d'esprit-là que j'ai. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri des critiques, mais bon, je pense aussi que souvent, il faut le prendre avec beaucoup de philosophie et relativiser, quoi. Merci, Néna. Autre question des Technospar. Que pensez-vous des plaidoyers faits par des cibles leaders de différentes générations? Alors, moi, je dirais que nous sommes arrivés à un niveau où il va falloir quand même opter pour des plaidoyers qui sont différents. Alors, je vais peut-être revenir à la question qui a été posée précédemment. Est-ce que quelque part, il va falloir choquer dans la sensibilisation? Je dirais que oui. Comme il a été écrit à la fin de la question, je dirais aussi que c'est un mal nécessaire. Juste au début, je vous avais parlé de cette dynamique-là que nous avons créée récemment et qui s'appelle Femmes Vecteur RED. Femmes Vecteur RED comme résilience, épanouissement et développement. Récemment, pendant la campagne que nous avons eu à faire dans le cadre du projet qui s'appelle Dimension Femmes, nous avons fait une campagne. Peut-être que je vais partager les photos avec vous. Je m'étais habillée en boubou blanc avec du maquillage FX. J'avais le visage ensanglanté, j'avais du sang sur les habits et tout. Et nous avons fait le tour, je ne dirais pas le tour, mais nous avons quitté un carrefour pour passer sur une allée principale avec le FX, avec le maquillage, avec les blessures et tout. Et moi, ce que j'ai reçu en termes de retour, ce que j'ai vraiment reçu en termes de réaction, c'était du waouh. Donc, je pense aussi que nous sommes arrivés à un stade où vraiment il faut choquer pour pouvoir amener les gens quand même à prendre conscience. Voilà, c'est ça, moi je dirais, notre première mission, c'est déjà d'amener les gens à prendre conscience de ce fléau-là. Et ce n'est qu'à partir de ce niveau-là, peut-être qu'ils arriveront ou bien qu'ils songeront à abandonner. Merci beaucoup. Alors là, il y a une question pour vous toutes les deux, donc de Issa, qui dit « Merci Awa, merci Néna des présentations. Moi, je dis que l'approche peut différer d'une personne à une autre, mais aussi d'une communauté à une autre. Moi, par exemple, MGF étant un sujet tabou, je sors la problématique à travers un questionnement sur les violences faites aux femmes et de là, les personnes qui participent aux activités commencent à énumérer les violences qu'elles connaissent et arrivent à identifier les MGF comme faisant partie de ces violences-là. Ceci me permet d'aborder la thématique avec toute quiétude. Voilà. Donc ça, c'était pas une question, mais je pense que c'est pas mal c'est aussi intéressant, c'est une autre approche. Je vais aller vers quelqu'un qui n'a pas posé de question déjà. Donc, je vais aller vers... alors, je regarde, ça arrive. Donc, je vois la question de
Marianne, qui sera la dernière question, parce qu'on arrive à la fin de notre conversation, mais ça ne veut pas dire que ce sera la fin de cette conversation. C'est la fin de cette session, mais pas de cette conversation. Donc, Marianne, la dernière question pour vous deux, mesdames. Comment abordez-vous la question de la loi et des MGF dans vos chroniques post pour le Mali, manque de loi malgré de nombreux rappels des OSS? Vous communiquez dessus. Mauritanie, avant-projet de loi interdisant les MGF en cours d'élaboration, mais manque de soutien des autorités mauritaniennes. Voilà. D'accord. Alors, ici au Mali, c'est vrai qu'on n'a pas de loi. Il y a un avant-projet de loi qui a été élaboré également, mais l'adoption traîne toujours. Et parmi les deux points qui font que l'adoption traîne, il y a cette question d'excision et de viol conjugal. J'ai eu à faire une enquête là-dessus par rapport à la loi. On avait proposé ça à la rédaction. À quand une loi de protection pour les femmes au Mali. Donc, on a eu à élargir ça. Ça a été un dossier complet. On a eu à élargir ça à beaucoup de décideurs ici au Mali. Et je me souviens bien, l'ancienne ministre de la Promotion, Madame Boiré Bintou Founé, que j'ai rencontrée lors d'une cérémonie avec qui j'ai abordé, et elle m'a fait savoir qu'elle était vraiment disponible à parler de cette question. Il y avait le réseau des femmes parlementaires du Mali, où j'ai rencontré des personnes aussi qui ont élaboré la loi en quelque sorte. Et elle nous avait fait savoir qu'au Mali, on allait porter cette loi quand une instance de décision sera vraiment mise en place. Je me souviens bien, l'enquête est toujours disponible, où j'ai dit directement dans le reportage, j'ai posé la question, j'ai dit, Madame la ministre, mais concrètement, à quand une loi de protection pour les femmes? Et elle a dit, écoutez, Madame, quand une instance de décision sera mise en place, nous allons porter cette loi. Et à cause de cette situation sociopolitique, dès qu'une instance a été mise en place, le gouvernement est parti, nous n'avons vraiment plus parlé de ça. Mais je sais que ça traîne toujours à cause de l'excision et du viol conjugal. Je ne sais pas si je réponds. Si, tu réponds parfaitement à la question. Merci beaucoup, Awa. Nena? Alors, pour le cas de la Mauritanie, nous avons ratifié plusieurs conventions internationales sur les violences à l'égard de la femme. Déjà, pendant l'année 2020, nous avons eu un projet de loi qui a été approuvé pendant le Conseil des ministres. Alors, ce projet de loi-là, il lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais sauf qu'il est toujours en attente d'être voté par nos parlementaires. Alors, pour le cas de la Mauritanie, au niveau de l'hémicycle, il y a une commission qui est composée de dignité religieuse. Alors, si jamais il y a un projet de loi qui doit être soumis aux députés, c'est devant cette commission-là d'abord qu'elle passe pour voir si elle est en conformité avec l'islam. Donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, ce projet-là n'a toujours pas été présenté aux députés. Alors moi, je dirais tout simplement à l'heure où nous sommes, ce que nous devons faire, c'est du lobbying institutionnel. C'est vraiment du lobbying parce que c'est sûr que parmi les députés, moi je connais quelques-uns qui sont pour ce projet de loi-là. Il y a aussi d'autres qui sont contre. Mais c'est sûr et certain que si ce n'est pas présenté devant l'Assemblée, nous n'allons pas avoir cette chance-là qu'elle soit adoptée par les députés. Donc, je pense aussi qu'il y a cet important travail-là de lobbying institutionnel à faire. Merci beaucoup. Merci Nena, merci Awa pour cet échange. J'ai énormément appris. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Dans le chat box, un document qui vous permet d'en savoir un peu plus sur le travail de Aidos
sur les MGF, y compris des liens Internet pour visionner les vidéos produites. Également, vous rappelez que la conversation sur les MGF et les médias que nous avons en discussion en ligne se poursuivent sur la communauté des pratiques sur les MGF, un réseau bilingue, français-anglais, de professionnels et d'activistes de tous les continents qui travaillent sur les questions relatives aux MGF. Le site COP FGM vise à mettre fin aux MGF et à promouvoir le bien-être et les droits humains des femmes et des filles. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez vous inscrire sur copfgm.org. Le lien pour s'inscrire est également partagé en ce moment même dans la chatbox. Et donc, avant de vous quitter, j'aimerais laisser le dernier mot, un mot chacun ou une réflexion chacun de ta part, Nena, et ensuite de ta part, Awa. Alors, moi, la réflexion que j'aimerais faire, c'est déjà les questions liées aux mutilations génitales féminines, mais aussi tout ce qui tourne autour des conceptions sociales erronées. Nous sommes arrivés au moment où il est important de faire impliquer nos leaders religieux. Moi, je pense qu'il est important qu'ils nous accompagnent dans la sensibilisation, mais aussi les médias, les journalistes de manière générale, ils doivent s'approprier de la question des mutilations génitales féminines. Je pense que ce n'est qu'avec ce niveau-là d'engagement que nous arriverons quand même à 0 MGF et à réduire quand même les taux de violence à l'égard de la femme. Merci. Merci Nena. Awa, une dernière réflexion? Je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez, désolée. Oui, on t'entend. Je dirais, oui. Alors, moi, je dirais trois choses en quelque sorte. Je dirais que cette histoire d'excision, de violence basée sur le genre, ici chez nous au Mali, on a juste besoin d'une volonté politique. On a d'abord notre constitution qui dit, l'article 1er qui dit que la personne humaine est sacrée et inviolable. Donc, je dirais qu'on a besoin de cette décision politique. Et deuxièmement, je dirais que c'est un combat de longue haleine, comme je l'ai toujours dit. Et troisièmement, je suis vraiment toujours prête à apporter ma part en me disant tous les jours qu'on a beaucoup à faire, mais qu'il nous faut peu pour mettre fin à tout ce qui est MGF au Mali et partout en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous dis à très, très bientôt pour continuer cette conversation. Et aussi, ce qui est vraiment important, parce que comme Awa l'a dit, c'est un combat de longue haleine. Donc, il faut vraiment que tout le monde se soutienne et prenne soin les uns des autres. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.